accueillir du coup Romain Tramois qui va venir nous parler du projet Litterbank qui visait à mieux comprendre le lien entre la typologie des berges et la dynamique de dépôt des macro-déchets plastiques avec en perspective finalement de pouvoir apporter des éléments concrets autour des actions de ramassage des déchets notamment. Bonjour à tous, merci. Bon, désolé, je vais rester assis, histoire de ne pas trop appuyer sur ma cheville, qui est en travaux. Alors, on va parler un petit peu grosse pollution, là, pollution visible avec les macrodéchets, mais aussi un petit peu des microplastiques. Alors, comme beaucoup des polluants qu'on a vus cet après-midi, c'est une pollution qui est ancienne, mais contrairement aux autres polluants, on n'a pas autant de recul. Et du coup, c'est un peu compliqué de dire si ça évolue positivement ou négativement, que ce soit pour les macros ou les micros. Mais jusqu'à aussi loin qu'on peut remonter avec des photos ici là, qui datent de 2008. Vous avez à Villequier, Yville sur Seine en 2018 et puis Marais-Vernier en 2022. Bon, sur les berges, on a un petit peu toujours le même constat avec beaucoup de macrodéchets qui s'y accumulent. Alors, on a travaillé sur ce sujet depuis un certain nombre d'années déjà, depuis 2017 en tout cas pour ma part, où on a pu mettre en évidence une certaine dynamique de ces macrodéchets dans l'estuaire de Seine qui suit en fait la dynamique de marée. On pensait à la base que les débris plastiques allaient être transférés assez tranquillement, comme tout un tas d'autres polluants, de l'amont à l'aval, de la terre à la mer. En fait, c'est pas du tout le cas. Vous avez vu sur la petite animation que je peux remettre que en fait, ces déchets font des va-et-vient. Donc, on a une dynamique qui est assez intense, on va dire, où les déchets vont se déposer de berge en berge et rester plus ou moins longtemps. Alors, parfois très longtemps, avec certains déchets marqueurs sur lesquels on peut lire des dates, comme ici en bas à gauche le microlax, où là on va remonter jusqu'aux années 70-80, grâce aux dates de péremption de ces médicaments. C'est un laxatif. Et donc il y a différentes zones d'accumulation des déchets qui ont été répertoriées dans l'estuaire. Il y a d'autres déchets marqueurs que les laxatifs, mais celui-là, il y en avait plein, donc c'était intéressant. Et sur le projet qui suit, donc le projet Litterbank, on a voulu s'intéresser un petit peu plus particulièrement à la dynamique de ces macrodéchets sur les berges et s'il y avait un lien avec la contamination des sédiments en microplastique au droit de ces sites d'accumulation. Alors, les sites d'accumulation qu'on a catégorisés en deux types, des sites dits puits où on supposait une dynamique assez faible, et puis des sites dits dynamiques avec la marée, donc une remobilisation un peu permanente des déchets, des débris plastiques. Alors, on a voulu essayer de mettre en évidence les conditions de remobilisation et de dépôt de ces déchets en fonction de la typologie des berges, essayer de cartographier tout ça, et puis de faire le lien avec la gestion de ces déchets, puisqu'il y a Naturelin qui, depuis de nombreuses années, nettoie les berges quotidiennement, essayer de voir si c'était possible de nettoyer, d'optimiser ces nettoyages. Et puis enfin, avec l'axe 2, faire le lien avec l'accumulation des microplastiques dans les sols, les vases, les sables qu'on va pouvoir trouver sur ces sites. Alors, on était assez ambitieux en essayant de couvrir tout l'estuaire de l'amont à l'aval, donc des îles Sainte-Catherine jusqu'à Marais-Vernier, avec différents sites ici. En bleu, des sites qu'on a qualifiés de dynamiques, et puis en rouge, les sites dits puits, où on a des grosses zones d'accumulation historique, parfois depuis plusieurs décennies, de plastique, avec des tonnes, vraiment véritablement des tonnes de plastique dans ces zones, où on n'a pas pu faire les mêmes suivis. Et donc, quel genre de suivi on a fait ? Alors, pour essayer d'approcher les apports de macrodéchets sur les berges, on est allé sur nos sites et on a collecté différents déchets marqueurs. Alors, on avait pris en compte les bouchons, les capriceunes, les briquets. Et finalement, le déchet qu'on retrouvait systématiquement, et puis en relativement grand nombre, c'était les bouchons. Donc après, on a évacué capriceunes, briquets, etc. Et on a gardé les bouchons comme un indicateur d'apport de nouveaux déchets sur une berge. Et puis pour voir ce qui était remobilisé, on a marqué des déchets sur nos berges, donc avec de la peinture et puis des colliers d'identification avec un numéro. Et à chaque fois, on géolocalisait le déchet pour voir s'il avait bougé dans notre site et puis s'il avait disparu du site.
Alors sur ces mêmes sites, on a fait aussi quelques relevés pour les microplastiques. On a pris des sédiments de surface, alors des vases, des sols, des sables, à plusieurs endroits, puis on a poulé notre échantillon pour essayer d'avoir quelque chose d'assez représentatif. On a prélevé donc des microplastiques à différentes hauteurs sur la berge. Vous verrez que ça, c'est une notion assez importante. Où est-ce qu'on a prélevé et où est-ce qu'on a marqué aussi les déchets, puisque si je reviens sur nos marquages de déchets, on a eu 2 stratégies, si vous voulez. Marquer des déchets hauts sur la berge, en se disant qu'ils n'allaient pas bouger tout de suite, et puis marquer des déchets bas pour voir à quelle vitesse ils allaient bouger. Et donc c'est pour ça que vous avez un échantillonnage qui est assez particulier. Alors c'est en fonction des disponibilités aussi pour le terrain. On peut faire ça qu'en hiver pour ne pas être embêté par la végétation. Et donc là, vous avez donc les hauteurs d'eau en noir de 2022 à 2024 avec l'échantillonnage en violet. On a commencé en septembre 2022 à faire des marquages hauts sur les berges, récolter les bouchons pour avoir un T0. Puis on est revenu un mois après, on a regardé les déchets qui étaient présents, toujours présents, on les a géolocalisés, on a ramassé à nouveau des bouchons. Et puis en 2023, en février, un peu plus énervé, l'échantillonnage, on a augmenté la fréquence et on a essayé de suivre des cycles de marée avec des très forts coefficients. On a monté jusqu'à 112 au 22 février 2023. Et donc chaque fois, la même chose, on géolocalisait les déchets marqués pour ceux qui restaient. Et puis cette fois-ci, on a fait un nouveau marquage avec des déchets bas sur les berges pour voir à haute fréquence comment ces déchets allaient évoluer. On est revenu en avril 2023 pour voir l'ensemble des marquages, où est-ce qu'ils étaient allés. À chaque fois, on a collecté les bouchons. Et puis, on est revenu en mai 2024. Donc là, ça n'apparaît pas ici. Et vous voyez qu'entre-temps, les hauteurs d'eau ont été bien plus importantes en 2024 qu'en 2022 et 2023. Donc, il va falloir garder un petit peu ça en tête. Alors, en 2024, on est revenu en mai. Et donc là, la végétation nous a empêchés en fait, d'aller sur un certain nombre de nos sites. Et en gros, on n'a pu que suivre Yville, et puis le Landin. Alors, les premiers résultats globaux, on va dire, où vous avez à gauche ici un graphe qui vous montre le nombre de bouchons collectés et ramenés sur 100 mètres. Donc, voilà, l'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines. Et vous avez les différents sites là de Laval à l'amont, on remonte vers l'amont, donc de Marais-Vernier vers Sainte-Catherine. Et on voit que c'est le site d'Yville où on a collecté le plus de bouchons. C'est aussi le site sur lequel on est allé le plus. Mais à chaque fois qu'on y allait, il y avait des bouchons et en quantité. Donc c'est le site qui présente finalement le plus d'apports de macrodéchets. Et puis si vous regardez maintenant le graphe à droite, donc ça c'est sur la base des déchets marqués. Vous avez en pointillé, ce sont les déchets qui ont été marqués haut sur les berges, et puis en pointillé et cercle, et puis en triangle et ligne pleine, ça ce sont les déchets qui ont été marqués bas sur les berges. En abscisse, vous avez le temps, en nombre de jours, et puis en ordonnée, le pourcentage de perte de ces déchets. Et donc on voit que tout ce qui est à gauche, c'est les lignes pleines, donc ça veut dire que très vite, on a perdu beaucoup de déchets marqués sur l'ensemble des sites. Vous avez Yville en bleu, tout ce qui est bleu, avec les différents marquages qu'on a fait à Yville, on en a fait 5. Marais-Vernier, il y a eu un seul marquage en orange. Vous voyez très vite, on perd 100%. Watteville, on en perd un petit peu moins, mais on en perd quand même assez vite. Et puis pour tous ceux qui sont marqués haut sur les berges, là, on met beaucoup plus de temps à perdre ces déchets. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'échantillonnage, si je reviens ici, vous voyez la petite flèche bleue là, donc c'est un pic de hauteur d'eau qui est arrivé donc en avril, avant qu'on fasse le dernier échantillonnage, qui a mis en évidence qu'on avait perdu tous les déchets marqués sur l'ensemble des berges quasiment. Donc voilà, il a fallu quand même un certain temps pour perdre les déchets marqués qui étaient très hauts sur les berges. Il a fallu finalement que le niveau d'eau atteigne cette ligne-là. Alors maintenant, je viens au résultat sur les microplastiques, et puis on va se concentrer sur le graphe à gauche, le A, donc sur les teneurs, où vous avez les teneurs en microplastiques qu'on a mesurées. Ici, c'est tout site confondu, et c'est par typologie de sédiments. Donc avec les vases, une dispersion assez faible, quelques milliers de microplastiques par kilogramme de matière sèche.
Et puis on a aussi les sols contaminés, donc ça c'est en général prélevé assez haut sur les berges, là où finalement la remobilisation des macrodéchets est assez faible. Et donc sur ces sols dits contaminés, on a une dispersion déjà qui est énorme, mais on a aussi les plus fortes valeurs de concentration en microplastiques, ce qui suggère que la présence de ces macrodéchets qui sont assez peu remobilisés, mais qui peuvent être présents pendant longtemps et en grande quantité, va générer par fragmentation des microplastiques. Alors vous avez aussi les graphes de granulométrie qui nous montrent que les vases ont de la petite granulométrie, les sables de la grosse granulométrie, ce qui peut expliquer aussi qu'on accumule assez peu de microplastiques dans les sables, puisqu'ils ne vont pas se déposer du fait de l'hydrodynamisme nécessaire à déposer des sables. Et au contraire, pour les vases, on va déposer un peu plus de microplastiques parce qu'on a une hydrodynamie plus faible. Alors, le signal des vases, avec sa dispersion assez faible, finalement, peut témoigner d'un bruit de fond de la contamination en microplastique dans l'estuaire de Seine. Et à titre de comparaison, c'est du même ordre de grandeur que les sédiments des autres rivières. C'est plus élevé que les sédiments des autres rivières, comme la Loire, par exemple, puisqu'on a une pression anthropique qui est plus forte dans la Seine. Alors si on regarde maintenant du point de vue spatial, les concentrations de ces microplastiques, donc vous avez le graphique A là, qui présente donc, les résultats sur les vases, de l'amont à l'aval, donc des îles Sainte-Catherine jusqu'à Marais-Vernier. On a une très légère tendance, si on enlève Quevillon, qui est un site particulier d'accumulation, on y reviendra tout à l'heure, à une augmentation des microplastiques dans les vases, et donc à une augmentation de la pollution plastique de l'amont vers l'aval, dans les vases, dans ce signal de fond, on va dire. Quand on regarde maintenant les sols, alors vous voyez, on change d'échelle, hein, vous multipliez par 10 pour les sols, donc c'est beaucoup plus contaminé que les vases, mais c'est aussi extrêmement varié. Alors on a une augmentation de l'amont vers l'aval, et puis on a ce site particulier qui est Marais-Vernier, où sur la zone où on a pu prélever les sols, c'est une zone où on a une accumulation de macrodéchets, mais c'est une zone aussi qui est régulièrement entretenue avec du gyrobroyage. Donc on suppose que ce gyrobroyage a pu participer aussi à la fragmentation des macroplastiques en microplastiques. Une autre chose qui est à noter, c'est le type de plastique qu'on va retrouver. Donc on a préférentiellement du polystyrène en blanc, du PP, du polypropylène en orange, et puis du polyéthylène en vert. On voit que dans les sols contaminés, on a souvent plus de polystyrène. Donc là, l'idée, c'est que le polystyrène, alors on ne va pas le retrouver, lui, dans les... On le retrouve un petit peu moins dans les vases que dans les sols. Il peut s'agir du fait que le polystyrène va être exposé au vent et donc être emporté assez haut sur les berges où il va pouvoir se fragmenter, et il se fragmente aussi plus facilement que les autres polymères. Donc, ce qui pourrait expliquer sa surreprésentation dans les sols dits contaminés. Alors maintenant, on va aller voir quelques sites un petit peu contrastés. On va retourner sur Yville, où vous avez ici une photo drone du site, où on voit donc, en haut du site une grosse laisse d'accumulation de débris. Donc ces laisses, en général, sont bardées de plastique. Là, on est assez loin, donc on les voit moins bien. Et puis en bas, vous voyez la laisse du jour qui est en train de se constituer. Alors la question, c'était de savoir, est-ce que les déchets qu'on va déposer le jour vont se retrouver en haut, ou est-ce qu'ils vont être mobilisés, déplacés, enfin, comment tout ça fonctionne. Vous avez ici, dans le graphe en haut à gauche, le marquage des déchets de septembre 2022, donc ceux qui ont été marqués assez haut sur les berges. Alors quand je dis haut, vous voyez, il y a les pourcentages, le temps d'immersion. Ils ont été marqués dans des zones qui sont 80-90% du temps émergées. Finalement, ces déchets, qu'est-ce qui leur est arrivé donc, quand on est revenu un mois plus tard? Une partie d'entre eux ont été déplacés vers le haut de la berge. Donc on voit finalement, il n'en reste plus que 11 qu'on a pu retrouver, contre 44 qui avaient été marqués. Donc les autres ont été remobilisés ailleurs. Et puis si on va jusqu'en février, il n'en restait plus que 2. Déjà jusqu'en février 2023, et les 2 qui restent ont été repoussés assez haut sur les berges. Et rappelez-vous que dans le même temps, il y a des nouveaux déchets qui arrivent, donc il y a une espèce d'échange de déchets en permanence sur ces berges, tout en les remontant pour ceux qui restent. Et puis aussi avec les nouveaux apports. En bleu, en bas, vous avez le deuxième marquage qui a été effectué en février, où là, on a marqué les déchets beaucoup plus bas sur la berge.
idem pour voir qu'est-ce qui allait leur arriver. Assez rapidement, on en a perdu quelques-uns. On est passé de 19 à 13 en 15 jours. Ils sont remontés sur la berge, comme vous pouvez le voir sur le profil. Et puis, à la fin, à mi-février, avec le plus gros coefficient, les plus hautes hauteurs d'eau, il restait plus que 4 déchets, donc aussi très haut sur la berge. Et puis, ceux-là, dès le mois d'avril, ils avaient tous complètement disparu. Mais il y avait quand même de nouveaux apports. Alors, ça, c'est une autre vue du mouvement de ces déchets. Donc vous voyez ici, c'est une vue du dessus avec les traits blancs qui représentent les trajectoires de ces déchets. Et quand on regarde la distance parcourue des déchets qu'on a pu géolocaliser d'une visite de terrain à une autre, finalement, le déplacement intrasite est assez faible. C'est quelques mètres, quelques dizaines de mètres pour ceux qu'on a pu retrouver à l'extérieur de la zone qu'on surveillait, mais toujours sur le même site. Et puis vous voyez aussi l'apport des bouchons avec le graphe à droite, où on a plusieurs dizaines de bouchons à chaque fois qu'on y va. Et pour montrer un petit peu la vitesse d'accumulation, on a pu ramener aussi en bleu clair la quantité de bouchons sur 100 mètres par jour. Bon, ça, c'est une grandeur quand même qui n'a pas une réelle valeur, puisqu'on n'est pas allé tous les jours sur le site, donc elle peut être biaisée. Et puis en bas à droite, c'est la dynamique de perte de ces déchets marqués, avec en rouge le premier marquage, donc les déchets qui ont été marqués haut, et puis en bleu le second marquage, les déchets qui ont été marqués bas, où on voit bien que ces déchets ils ont été évacués, perdus assez vite. Donc on a quelque chose d'extrêmement dynamique sur ce site, à pente douce, dans une zone concave d'un méandre, avec de la place, et puis voilà, pas de ressaut abrupt avec un chemin de halage, où les déchets finalement vont pouvoir être déposés et remobilisés assez facilement. Donc ici, on a le site de tous les sites qui est le plus dynamique, avec beaucoup de déchets qui arrivent et beaucoup de déchets qui sont remobilisés. Alors, vous voyez ici, c'est un time-lapse sur quelques semaines où on voit la dynamique de la laisse. Donc il faut bien imaginer qu'à chaque fois, il y a des nouveaux déchets qui arrivent, des anciens qui repartent, et puis il y a une partie qui va quand même s'accumuler sur le haut. Alors par contre là je pourrais pas sélectionner la vidéo, je pense, à droite, qui est le détail de ce qui se passe sur la gauche. Ouais, si tu veux. On a essayé de montrer comment les déchets pouvaient être remobilisés. Alors est-ce que vous voyez la petite bouteille orange ici? Donc elle était sur notre site, elle a été remobilisée. Ici on a en marée montante, vous voyez là. Donc là, le courant va relativement vite. Il y a une partie des déchets qui vont remonter vers le haut. Et en fait, ici, là, il y a un contre-courant qui se met en place et qui va dans l'autre sens. Donc en fait, vous avez des boucles, des gyres très locaux qui se mettent en place ici et qui vont venir parfois arracher les déchets qui sont au bord. Alors j'ai d'autres vidéos où on voit l'effet du bâtillage qui vient mettre un bordel pas possible là-dedans et qui va tout remobiliser. Et en fait, le bâtillage qu'on n'a pas pu mettre en évidence avec le suivi qu'on a mis en place a probablement un effet très 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 important sur à la fois le dépôt et la remobilisation des déchets. Vous voyez la Yville, donc en avril 2023, avec une laisse quand même assez massive, beaucoup de débris de bois, beaucoup de plastique. Puis l'année d'après, en mai 2024, où on a eu des hauteurs d'eau plus importantes, la laisse a diminué de taille très 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 largement. Mais bon, on a toujours des déchets. Si je viens maintenant sur ce même site, sur les microplastiques, donc vous avez les vases en bas à gauche, donc qui sont en bas du profil, où on a des quantités de microplastiques relativement faibles par rapport à ce qu'on va pouvoir mesurer dans les sols dits contaminés, qui sont donc situés en haut de la berge, où plus vous allez haut, plus vous allez avoir des microplastiques grossiers. Donc voilà, on peut suggérer là que la fragmentation se fait sur le haut de berge, et puis que dans ces zones là qui sont de temps en temps inondées, on va pouvoir aussi remobiliser une partie des microplastiques. Alors je vais du coup accélérer, je vais passer le site de Sainte-Catherine, vous avez compris le principe, on marque des déchets hauts, on regarde ce qu'il advient. Donc là c'est la même chose, ils vont être en partie repoussés vers le haut de la berge, mais contrairement à Yville, on a ici un gros ressaut qui empêche toute évolution des déchets plus loin.
Et donc, ils sont assez vite repris et remobilisés, sauf pour certains qui vont rester piégés. Finalement, ici, en mai 2024, on a pu en retrouver 2. Pareil, vu du dessus, vous voyez les petites trajectoires en blanc qui sont très faibles, avec une très faible remobilisation ici des déchets intrasites. Et en gros, quand ils sont remobilisés pour de bon et ils partent. Merci à Loïc aussi pour le suivi des bouchons sur ce site, qui a fait un suivi au SPAR, où à chaque fois on a eu quelques bouchons qui ont été retrouvés. Je vais passer sur les microplastiques et venir à Quevillon. Alors, on a parlé tout à l'heure au début Quevillon comme un site d'accumulation, un site dit puits. Alors là, c'est un site qui est connu pour des tonnes de plastique qui sont dans un ancien casier où il y avait une ancienne chambre de dépôt de dragage. Donc vous voyez sur la photo le petit chenal en fait qui vient de la Seine et qui va dans cette zone où vont s'accumuler des tonnes de débris. Donc on avait mis des déchets marqués dans ce petit chenal, donc qui sont les points rouges ici. Et puis il y a un endroit où il y a un petit ressaut aussi avec des laisses où on en avait mis aussi. Donc là sur des zones qui sont quand même relativement hautes. Et donc il a fallu un peu de temps pour que tout ça soit bougé, mais finalement il n'y en a pas beaucoup. On a pu en retrouver la moitié. Ça reste plutôt dans le site. Vous voyez, ça se déplace au sein du site. Donc ça va être poussé par la Seine, ça va venir s'accumuler ici. Bon là, il y a eu des petits aménagements par le port qui nous ont caché un petit peu des débris. Et par contre, il y a une échappatoire par ici avec un autre chenal qui repart par là-bas. Et donc les déchets potentiellement peuvent se sauver par ici. Mais là, on est vraiment sur un site d'accumulation où ça bouge assez peu. Et où donc on va potentiellement ici fragmenter les déchets plastiques. Donc on a mesuré les microplastiques. Donc vous avez ici des vases qui ont été prélevés à l'entrée de cette zone d'accumulation, des sols au niveau de la zone d'accumulation, et puis un autre sol un peu plus haut, là où il y a des déchets très nombreux et qui sont très rarement exposés à l'eau et qui vont se fragmenter assez facilement. Et donc on voit que là, la quantité de microplastique est beaucoup plus importante, mais notez quand même la dispersion dans les mesures qui est elle aussi assez importante. Donc pour conclure, on a une dynamique de dépôt et de remobilisation qui est quand même plus importante que ce qu'on avait prévu. Ce qui fait que la fréquence d'échantillonnage, la granulométrie de l'échantillonnage n'est pas adaptée pour saisir vraiment le détail des facteurs qui vont faire en sorte qu'on va remobiliser ou déposer un déchet. On a peut-être été trop ambitieux sur le nombre de sites qu'on a pu suivre, et du coup la quantité de terrain n'était pas suffisante pour suivre tout ça. Si on doit lier ça au nettoyage de berges, on se dit qu'il faut augmenter la fréquence des nettoyages sur les sites qui sont le plus dynamiques, histoire de nettoyer, d'enlever le plus possible de déchets plastiques. A contrario, sur les zones dites d'accumulation, les sites dits d'accumulation, là, on peut les nettoyer une fois, de temps en temps, et puis les laisser tranquilles. On a été un petit peu piégé aussi par la terminologie qu'on a employée avec les sites dynamiques et les sites puits, où en fait, au sein d'un même site, on peut avoir des zones qui sont très dynamiques, donc les zones interdinales où on va avoir vraiment des variations de hauteur d'eau, et puis des zones au sein du même site, un peu plus haut sur berge ou parfois à l'arrière de la levée, qui vont être un petit peu plus isolées, où là, en fait, les déchets vont le plus souvent rester là, à se fragmenter, ce qui va donner du coup des concentrations de microplastiques dans les sols plus importants. Donc sur les microplastiques, les vases moins variables, donc suggèrent un signal de fond, avec une tendance de l'augmentation de l'amont à l'aval, avec donc, ce qu'on observe sur un certain nombre d'autres contaminants comme les HAP, on a vu tout à l'heure. Tendance à surveiller du coup, puisqu'on a vu que sur les PCB, c'était l'inverse du fait que les sources ont été coupées à la source. Donc si on arrivait à diminuer à la source les flux de microplastiques, on devrait aussi observer la même tendance que celle qu'on observe sur les PCB, sauf si évidemment la fragmentation des macroplastiques qui sont déjà présents, le stock qui est déjà présent dans l'estuaire, constitue une nouvelle source. Ce qu'on n'a pas sur les autres contaminants. Et donc les sols, on a vu qu'ils étaient tous extrêmement contaminés, à tel point que les sols d'irréférence sont plus contaminés le plus souvent que les vases. Donc on a eu toutes les difficultés du monde à trouver en fait des sols de référence, puisque ça n'existe pas finalement dans les sites qu'on a pu suivre. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Merci. Je me demandais dans l'optique de généraliser et pouvoir caractériser les zones qui sont plutôt dynamiques ou de puits, est-ce que vous avez regardé de manière un petit peu plus macro les profils de ces zones-là, si ça méandre ou pas, donc la sinuosité, et également la végétalisation, pour dire si on est dans ce type, dans un creux de méandre, avec quel type de profil et ce type de végétation, on a plus de chances de stocker ou autre? Oui, donc là, c'est plutôt un aspect très carto. On va faire ça avec le GIP. Il faut encore qu'on prenne rendez-vous, Cédric, pour essayer de croiser donc, les données qu'on a pu obtenir là sur le suivi des sites avec les données qui sont disponibles à grande échelle dans l'estuaire. Alors le problème de ce que vous annoncez avec la végétation, c'est que c'est extrêmement mobile finalement. On voit là des sites qui sont envahis par la renouée du Japon. Par exemple, Marais-Vernier, quand je suis revenu en mai 2024, je n'ai pas pu du tout accéder au site, tellement c'était déjà plein de renouée du Japon. Donc je pense que sur le rôle de la végétation, en fait, il va falloir qu'on ait des suivis vraiment très spécifiques sur la végétation. Ce qu'on n'a pas pu faire ici sur l'ensemble des sites. Là, je pense que ça demande aussi d'autres protocoles pour vraiment regarder la capacité de piégeage de la végétation. Alors, il y a quand même le site du Landin qui avait été refait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une berge qui a été complètement refaite par le port avec des gabions. Donc là, le profil de berge, c'est pas du tout une pente douce, c'est un mur. Et puis ensuite, une pente de 45 degrés à peu près, sur laquelle ils ont planté donc, de la végétation. Et cette végétation a l'air de jouer le rôle un petit peu de barrière quand elle est touffue. Et puis l'hiver, d'accueillir un petit peu des déchets qui, eux, ne vont pas repartir. À chaque fois qu'on y est allé, on les a retrouvés, les quelques déchets qu'on avait pu marquer. Par contre, les déchets qui sont sur les gabions, eux, alors ils sont assez hauts, donc ils restent longtemps. Il faut vraiment que le niveau d'eau monte. Mais quand le niveau d'eau monte, en général, ils vont repartir. Et il y a finalement assez peu de déchets ici. Alors le truc à noter, c'est quand même que cette berge, ils l'ont plastifiée. Il y a un géosynthétique. Les gabions sont aussi... le fil de métal est entouré de plastique. Et puis, dans la pente, il y a au moins aussi 2 plastiques. Il y a un géogris 3D dans lequel les racines viennent se prendre. Donc là, ils ont rajouté plus de plastique que ce qu'il y avait de déchets. Mais ça, c'est une autre question encore. Oui, moi j'avais une question concernant la possibilité de suivre à ce pas de temps, enfin donc sur 2-3 ans. Est-ce que c'est possible de voir l'évolution du poids de ces déchets marqués, leur poids indépendamment du biofilm biologique qui pourrait se mettre dessus ou d'autres choses? Est-ce qu'on voit à ce pas de temps une perte de poids? Il y a des gens qui ont essayé ça avec des bouteilles. Ils les ont rejetées dans une rivière, puis ils les ont récupérées à l'aval et ils ont mesuré donc le poids avant de les rejeter. Et après, ils ont montré qu'il y avait effectivement une perte en prenant toutes les précautions possibles. Nous, là, c'est impossible. Déjà, il faut les retrouver, mais en plus, il faudrait les laver sur place. Comment tu fais pour enlever tout le biofilm, être sûr qu'il n'y a plus rien, les peser de manière extrêmement précise, parce que là, les pertes, c'est peut-être du 10e de milligramme, quoi, donc sur une bouteille. Donc, à mon avis, ça, c'est impossible. Par contre, tu parlais de l'évaluation. Si tu fais ça, oui, mais en labo, mais du coup, tu les laisses pas sur place, quoi. Mais ta question, elle ouvre sur l'évaluation du stock, sur la berge aussi. C'est ce qu'on aurait voulu faire. Il y a des études qui ont été en parallèle, donc, dont je n'avais pas connaissance, qui l'ont fait sur des estuaires et des sites où il y a énormément moins de déchets. Et du coup, c'était plus facile d'aller tout prélever, tout mesurer, vraiment tout faire. Là, quand vous allez sur un site comme Iville, tu prends 1 mètre, si tu descends jusqu'au très gros microplastique, t'en finis jamais en fait. Il y en a une quantité astronomique. D'où le choix qui a été fait de suivre que certains bouchons, pas que certains déchets, et même oui, certains bouchons, pour avoir un indicateur des apports. Mais l'idéal, ça aurait été d'avoir vraiment à chaque fois l'évaluation du stock. J'ai essayé de le faire. Quand je marquais les déchets et que je les géolocalisais, je prenais une photo au milieu d'un cerceau
pour ensuite, a posteriori, mesurer la densité du coup de déchets. Sauf que ça n'a pas très bien fonctionné parce que quand je ne retrouvais pas mes déchets, j'avais pas assez ensuite de déchets marqués pour mesurer une densité. Puis vu qu'ils bougent, ben, ils n'étaient pas forcément dans la laisse, donc finalement, c'était pas comparable d'une fois sur l'autre. Donc ça, c'est un truc qui a été un peu abandonné malheureusement. Je pense que il aurait fallu le faire autrement en fait, cette évaluation de la densité. Merci. Donc c'est la fin de la session, on va clôturer et on va passer à la session suivante.